Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon pognon, c'est rien ici. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Sur Sud Radio tous les vendredis soirs avec Philippe Spanghero, on revient sur un sujet économique, un sujet de gouvernance, un sujet important pour le rugby. On va parler justement de l'Écosse, de cette nation particulière, grande, très grande nation de rugby, participant au premier match international de l'histoire contre l'Angleterre. C'est entre 35 000 et 40 000 licenciés. C'est c'est deux régions en France, même pas. Il y a 2 véritables clubs professionnels, 100% professionnels. Comment l'Écosse atteint un tel niveau de performance, Philippe Spanghero? J'ai nommé ça le miracle permanent, parce que c'est vrai que c'est peu de moyens, peu de licenciés, mais des résultats quand même qui sont largement au-dessus de ce que ça pourrait suggérer. En effet, alors tu le disais dans les chiffres, c'est vrai que 35-40 000 licenciés, c'est même pas l'Occitanie en France. Donc, en effet, on peut considérer que c'est un miracle permanent. Il y a quand même un bémol à mettre dans tout ça, c'est peu de moyens. En réalité, quelque part, la fédé écossaise a les moyens de ses ambitions. Ça a été une fédé raisonnable, c'est-à-dire qui a compris qu'elle avait les moyens de supporter 2 clubs professionnels qui sont des vrais laboratoires de cette formation écossaise, et on voit qu'elle fonctionne plutôt bien et de mieux en mieux. Après, le modèle économique de l'Écosse, il est très sain, il ressemble beaucoup à celui de l'Angleterre. Il tient beaucoup à la propriété de son stade de Murrayfield. Et en ça, c'est vrai que les Écossais ont été très précurseurs. Ils ont acheté un bout de terrain un peu après les Anglais en 1920. En 1925, ils ont construit Murrayfield. Ils en sont propriétaires depuis. Il y a eu de très gros travaux de rénovation dans les années 90 pour 50 millions de livres. Mais c'est clairement une machine à cash. D'abord, c'est un actif très important à l'échelle d'une fédération comme celle-là. Deuxièmement, ça permet de maîtriser ses revenus. Et puis, l'Écosse joue dans le tournoi Destination, qui permet aux nations qui y participent d'avoir des revenus récurrents annuels qui sont quand même très importants et qui permettent largement de faire vivre une fédération de cette taille. Et c'est important, effectivement. Tiens, justement, je voulais parler un petit peu de Murrayfield. Là, encore une fois, c'est une nation où le stade est une locomotive, comme il l'est dans d'autres fédérations. Ce qui n'est pas le cas de la France, par exemple. Non, mais c'est vrai que quelque part, on se rend compte que quelles sont les fédérations où ça fonctionne? C'est surtout les anglo-saxons, mais qui l'ont fait aussi très tôt. On essaie de comparer souvent ce qui se passe en Angleterre ou en Écosse avec ce qui se passe en France. Le problème, c'est qu'en 1920 et au début des années 1900, comme l'Angleterre, le foncier coûtait rien du tout. Donc, ils ont acheté un bout de terrain, ils ont fait un premier stade et puis des travaux successifs, et c'est devenu un superbe actif et quelque part le socle de la viabilité économique de ces fédérations-là. Aujourd'hui, nous, le rugby français, on a installé cette discussion dans le débat il y a peu de temps, un moment où les enjeux économiques sont très importants. Et on n'est pas allé au-delà parce qu'il n'y avait pas de viabilité économique. Après, il y a 2 modèles très différents. Donc, il y a le modèle anglais qui ressemble au modèle écossais. Et puis ensuite, vous avez le modèle gallois et le modèle irlandais, où là, c'est coporté. Les stades sont copropriétés de la fédé de foot et de rugby. Et donc, quelque part, on a dilué le risque dans ces pays-là. Mais clairement, c'est clair que Murrayfield est le socle de ce modèle. Et d'ailleurs, il y a le record d'affluence était détenu à Murrayfield parce qu'avant les travaux de rénovation qui ont largement réduit la jauge, la plus grosse affluence d'un match de rugby, c'était 104 000 personnes sur un match de l'Écosse en 1970. Incroyable. Et pourtant, le rugby, c'est pas le sport numéro 1 en Écosse. Il y a le foot, il y a le golf, par exemple. Oui, il y a le foot, il y a le golf, mais il y a quand même cette culture rugbystique très particulière. Elle est là. Il y a eu de grandes époques pour le rugby écossais. C'est vrai que là, on traverse quand même de 2-3 décennies un peu de disette. Et là, on en parlait tout à l'heure sur la dimension sportive, mais ce qui attend les Bleus demain va être important, parce que là, on sent quand même que ce rugby écossais, il est plus sûr de lui, il a retrouvé sa fierté.
Il a retrouvé des joueurs majeurs un peu à tous les postes. Il a réglé ses problèmes de conquête. Et là, on voit une régularité en plus dans la performance qui renforce cette ferveur autour de cette équipe et de son peuple. Donc, c'est vrai que l'histoire entre la population écossaise et le rugby est quand même particulière, même si c'est pas le sport le plus populaire du pays. Et justement, alors économiquement et en termes de gouvernance, le rugby écossais, il pèse quoi dans l'échelle World Rugby, dans l'échelle internationale? Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est difficile de dissocier les nations. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau mondial, dans la hiérarchie et dans les forces politiques, les anglo-saxons sont très forts. Et quand il y a des décisions à prendre, ils arrivent à se retrouver. Donc, ce que pèsent les Écossais seuls, pas grand-chose. Par contre, ce lobbying britannique dont font partie les Écossais, il est puissant et aujourd'hui, il tient le rugby mondial. Voilà, accompagné des Néo-Zélandais qui sont plutôt dans cette mouvance britannique. Et nous, on se bat un peu avec les Sud-Africains, avec les Latins, mais on n'a pas la main sur World Rugby clairement. Et c'est les Britanniques qui l'ont. Et donc, il y a toujours eu des Écossais qui ont été des hommes forts. Des institutions. Il y en a encore un aujourd'hui dans la société commerciale du Six Nations. Donc voilà, les Écossais ont toujours pesé beaucoup plus que ce qu'ils représentent en termes d'impact en nombre de licenciés à l'échelle mondiale. Et pour revenir à l'économie du rugby dans le pays, on le disait tout à l'heure, la fédération a les moyens de supporter 2 clubs professionnels qui servent de laboratoire à leur équipe nationale. Et puis aujourd'hui, on a retrouvé une économie à l'image de ce qui s'est passé en Angleterre aussi, raisonnée, avec un salaire moyen assez faible, une économie assez faible. Les deux provinces écossaises ont des budgets aux alentours de 10 millions d'euros chacune, ce qui est l'équivalent d'un bon club de Pro D2 chez nous aujourd'hui, avec des salaires moyens assez bas, autour de qui dépassent péniblement les 10 000 euros pour des joueurs qui sont pas internationaux. Et donc voilà, encore une fois, à l'échelle de cette fédération, de sa capacité à remplir Murrayfield plusieurs fois par an, de ses revenus destination et de ses droits commerciaux, elle a la capacité à vivre correctement. En plus, elle a, comme nous, pris les droits de CVC il y a quelques années au moment de l'entrée de CVC dans la société commerciale des Six Nations, et ça a servi de petit trésor de guerre à cette fédération qui était finalement pas très endettée. Tiens, une petite question. Est-ce que Finn Russell est l'unique superstar de l'histoire du rugby écossais? Je parle bien de l'histoire du rugby écossais parce que on parle beaucoup de Finn Russell. Il a été un peu la tête de gondole de la première saison de Netflix consacrée au tournoi des Six Nations. Est-ce qu'on a le souvenir comme ça d'un joueur aussi connu, aussi visible? Gavin Hastings. Et voilà. Pour moi, on y vient. Bien sûr. Non, mais Finn Russell arrive pas à la cheville de Gavin Hastings. C'est intéressant parce que c'est vrai que on se rend pas compte de l'importance qu'était Gavin Hastings. Parfois j'entends parler de Dan Parks, de Sean Maitland, de tout ça, mais on en est très 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 loin. Même de Richie Gray, qui a été un joueur extrêmement connu et qui l'est toujours. Mais Gavin Hastings, c'était une superstar du rugby. Ah oui, moi j'ai eu la chance de faire un événement des Lions britanniques à Genève. Il y avait Gavin Hastings au milieu d'Alaglio, des très grands joueurs, Jason Leonard. Mais Gavin Hastings avait ce statut-là. Et tous les gens étaient aussi heureux d'approcher Gavin Hastings que Lawrence Dallaglio ou que Johnny Wilkinson qui était là. Non, vraiment, pour moi, la star du rugby écossais, c'est Gavin Hastings. Mais ça amène aussi une question. C'est-à-dire que on voit aussi que on en parlait pour nous. On a besoin de ces têtes d'affiche qui recréent de l'émulation, qui génèrent de l'engouement. Et finalement, tu vois la question, la façon dont tu la poses. Est-ce qu'il y a eu une autre tête d'affiche dans l'histoire du rugby écossais à part Finn Russell? Et on trouve péniblement 2 ou 3 noms. Ça n'arriverait pas en parlant de l'Irlande, ça n'arriverait pas en parlant du Pays de Galles, et ça n'arriverait pas en parlant de l'Angleterre. Ah, bien sûr. Voilà. Non, mais c'est très certainement ce qu'il a manqué longtemps et ce qui manque encore un peu aujourd'hui à ce rugby écossais. Dernière question sur ça. Est-ce que l'Écosse peut gagner un jour à nouveau le tournoi Destination? C'est une question débat. Tour de table. Antoine Mazère. Oui. Et dans moins de 10 ans. Et dans moins de 10 ans. Philippe Spanghero. Je suis d'accord avec ça.
Intéressant. Quentin Kévanis. Bah, rien n'est impossible, mais j'y crois pas. Tu crois pas? Clément Combe. Oui, mais comme je l'ai vu et entendu dans un podcast britannique cette semaine, c'est cette année ou jamais. Et tu dis ça intéressant. pourquoi? Parce que tu veux nous faire comprendre que tu t'écoutes en anglais? Non, pas du tout. C'est juste que. Il y avait des traductions, t'inquiète pas. Ah, le haut de l'affiche commence déjà. Merci beaucoup Parce que si tu à essaies de nous tous. mettre mal à l'aise parce qu'avec avec Alex Priam, vous êtes complètement fluent, c'est pas très sympa. Non, c'était Ouais. pas du tout ma volonté. Hein. C'est juste que là, je juste, préfère citer ma source. Et puis quand t'arrives Avant à lui, il y a pas- eu Zach Pilon qui était carrément anglais. Hein. On est en train d'angliciser cette mais cette rédaction Et comme puis, ça là, C'est la migration. sans prévenir. Et puis je peux te dire qu'un podcast écossais, ça peut être plus compliqué qu'un podcast en anglais à comprendre. Merci Quentin, exactement. Merci. Bah ouais, L'accent, mais c'est vrai que l'Écosse c'est très difficile. Et l'accent irlandais l'Écosse, est aussi très très compliqué. on voit que t'as regardé Netflix en version originale et on te félicite. Non, j'ai travaillé dans un parc de loisirs à une époque. Voilà. D'accord, merci. J'ai Bah, fait beaucoup, on est content de l'info. irlandais, si tu voulais tout savoir. D'accord, bah écoute, c'est très très bien. Quentin Kévanis que vous pouvez retrouver le dimanche à Walibi apparemment. Ah non, c'était pas celui-là. L'Écosse, le miracle permanent. Vous pouvez retrouver cette chronique sur la chaîne Sud Radio sur YouTube.